Si vous voulez entendre de bonnes histoires, je connais un endroit tout indiqué. Au Havre, dans une des petites ruelles du quartier Saint-François, vous trouverez une taverne au rez-de-chaussée d'une vieille bicoque. Dans cette taverne, vous croiserez forcément des marins, mais pas des militaires ou des gars de la marine marchande, non. Vous croiserez des hommes partis pêcher les plus grandes et les plus terrifiantes créatures des mers. Vous croiserez des chasseurs de baleines, des baleiniers. Ils ne sont pas souvent là, mais dès qu'un navire rentre d'une campagne de pêche, tout l'équipage se trouve dans cette taverne avant même que les barils d'huile soient sur le quai. Les matelots viennent pour dépenser l'argent acquis à la pointe du harpon, entre les flammes des fondoirs nauséabonds dans lesquels on transforme le gras de baleine en or. Ils viennent se ruiner là parce que le plancher des vaches leur brûle les pieds. La terre ferme, c'est étrange. Le sol ne bouge pas. On entend les mouettes, mais pas le souffle des baleines, et surtout, on n'a pas de cap à tenir. On ne sait pas où on va, et on ne sait pas où aller. C'est pour ça qu'à peine arrivés, les baleiniers veulent repartir. Seulement, pour repartir, il faut avoir une raison. Les pêcheurs vont donc à la taverne et vident leurs poches aussi vite qu'ils le peuvent, parce que s'ils n'ont plus d'argent, ils seront pauvres. S'ils sont pauvres, ils devront gagner de l'argent, et s'ils veulent gagner de l'argent, il va falloir qu'ils travaillent, et comme ils ne savent que naviguer, ils pourront repartir la conscience tranquille. Si vous passez un soir dans cette taverne et que les baleiniers sont de retour, ils se feront un plaisir de vous raconter leurs histoires en échange d'un petit coup à boire ou d'un peu de tabac. Si vous êtes sans le sou et que vous n'avez pas de tabac sur vous, je vais vous donner un petit conseil. Allez face au comptoir et observez. Vous verrez un vieux briscard au pas chaloupé, comme s'il marchait sur un pont et qu'il voulait compenser le roulis d'un bateau. C'est lui le patron ici. En regardant ses jambes, vous verrez qu'il n'en a qu'une, et que l'autre est une sorte de morceau de bois sur lequel sont fixés, de chaque côté, 2 plaques blanches semblables à de grands os taillés. N'ayez pas l'air trop farouche, sinon il vous jettera dehors. Appelez-le par son nom et demandez-lui de vous raconter son histoire. Dites-lui « Hé, Taïwan, raconte comment tu t'es fait ça ». Il vous fera signe de vous asseoir et vous servira une gnôle. Ne la buvez pas trop vite parce que même quand Taïwan raconte, Taïwan observe. Et quand Taïwan aperçoit un verre vide, il le remplit. Asseyez-vous et écoutez-le. Il vous racontera que, pendant longtemps, il était comme tous les marins qui hantent sa taverne. Après plusieurs années de chasse, il dépensait tout ce qu'il pouvait en orgie avant de reprendre la mer aussi vite que possible. À l'époque, il avait 2 jambes, et avec, il galopait sur les ponts comme un beau diable. D'ailleurs, un jour, juste là-bas, sur les quais du bassin du commerce, il est monté à bord d'un navire baleinier qui s'apprêtait à partir. Oh, ce n'était ni le premier voyage de Taïwan, ni celui du capitaine, et encore moins celui de l'équipage. Comme chacun sait, le foyer manque aux marins en mer, mais la mer manque aux marins au foyer, et les hommes se réjouissaient de repartir au large. Le jour du départ, on fit l'appel. Le second était présent, le maître-coq était présent, le forgeron était présent, le charpentier aussi, tout comme l'intendant, les harponneurs, les matelots et tous les mousses. Bien sûr, Taïwan était là. À l'époque, son adresse au harpon était légendaire, et il avait arrêté de compter tous les coups réussis qu'il avait réalisés. On allait partir, mais un marin, un seul, manquait à l'appel. C'était Trello, un chef de pirogue. Bizarre qu'il ne soit pas là. D'autant plus que c'était un bon ami du capitaine et un marin de talent, toujours prompt à répondre lorsqu'il s'agit d'aventures à l'autre bout du monde. Refusant de partir sans lui, le capitaine décida d'attendre une nuit entière à quai, espérant voir Trello arriver le lendemain, mais personne ne vint au lever du jour. Le capitaine attendit autant que possible, mais dut se résoudre à partir avant que les vents ne tournent. Ainsi, on trouva un remplaçant à Trello, et on prit le large. Après quelques semaines de mer, alors que l'équipage voguait en plein Atlantique, on remarqua un autre baleinier français au loin. On se rapprocha et on fut content de se retrouver, car le navire venait aussi du Havre et nombre de marins des 2 équipages se connaissaient. Le commandant masqua le grand hunier pour attendre l'autre navire, et les porte-voix des capitaines ne tardèrent pas à claquer par-dessus les flots. Les marins, eux, étaient occupés à observer et voir si, sur l'autre nef, ne se trouvait pas quelque tête familière. « Bon sang, voilà Trello !» s'exclama Taïwan. On se bouscula pour voir, et force fut d'admettre que Trello se trouvait bien à bord de l'autre navire. Nombre de marins avaient été sous ses ordres dans les pirogues, et ils savaient que Trello avait sur la tête un bonnet qui ne le quittait jamais. Taïwan, qui était le premier à l'avoir reconnu, ôta son chapeau pour lui faire signe.
Trélo lui répondit de même. « Par Dieu !» s'écria Taïwan. « Nous avons remplacé ce bon vieux Trélo, et même s'il nous fait signe, il peut nous en vouloir d'être partis sans lui. Pis, il pourrait songer que nous lui en voulons, et que nous avons délibérément pris le large sans l'attendre. Vite les enfants, une embarcation à la mer, que j'aille moi-même serrer la main de ce brave Trélo. »« N'en faites rien, » fit le capitaine. « Je vais moi-même le chercher pour le ramener à bord. » Dans la liesse, on descendit une baleinière. Le capitaine et quelques hommes y sautèrent, et on rama vigoureusement jusqu'à l'autre navire. Une fois sur le pont, et après avoir échangé les formules et compliments d'usage avec son homologue, le capitaine scruta les hommes de l'équipage. « Eh bien, que cherchez-vous de la sorte, mon cher ? Un de vos hommes est un de mes bons camarades. Il nous a fait signe depuis le pont avec son bonnet. Ah, nous pourrions reconnaître ce coquin entre mille. Ohé, Trélo, ne te cache donc point, et viens échanger une poignée de main avec un ami. Ohé, Trélo !» L'autre capitaine se mit à le regarder avec un étonnement qui ressemblait à de la terreur. « Pardon, monsieur ? Qui cherchez-vous ? Qui appelez-vous ? » demanda-t-il. « Dame, mon bon ami Trélo, il était là à l'instant, nous l'avons tous vu saluer avec son bonnet. »« Vous voulez dire que Trélo était là, sur le bord ? » ?»« Sans doute. »« Et vous l'avez vu vous faire signe avec son bonnet ? » ?»« Oui. »« Êtes-vous sûr de cela ? » ?»« Parbleu, je l'ai vu, et tout mon équipage l'a aperçu aussi nettement que moi. N'est-il donc pas à bord ? » ?»« Il y était. »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Il était à bord hier, mais à 9h du soir, il est tombé à la mer. Le navire a passé, et à l'heure qu'il est, le pauvre Trélo dort dans le ventre des requins. Il a eu du malheur. N'avait-il pas laissé sa femme à terre ? » ?»« Si fait, pourquoi ? » ?»« Oh, je connais une histoire qu'un matelot qui en fut le sinistre héros miraculé a pu me raconter. Il m'a parlé d'une voix qui l'appelait. Au début, c'était uniquement un écho dans certains songes, mais elle s'est faite de plus en plus vive, claire et pressante au fil des nuits, si bien que l'homme a pu reconnaître la voix de sa propre femme. Une nuit, la voix l'a appelé, si fort qu'il s'est réveillé. Mais malgré l'éveil, les appels continuaient. Il semblait même plus fort qu'en rêve. Le pauvre diable a cru bon d'aérer son esprit dans le vent et les embruns du pont. Il s'est approché du bord et s'est mis à scruter les eaux. Là, il a vu une femme se débattre dans les remous. C'était sa propre femme qui se noyait sous ses yeux. Il a sauté la tête la première et a manqué de se noyer en tentant de la secourir. Il n'a dû son salut qu'à la vivacité d'un de nos harponneurs qui veillait et qui s'est précipité pour le sauver. Naturellement, le larron était fou allié. On n'a pas vu âme qui vive dans l'eau, ni entendu le moindre cri de détresse. Je gage qu'il sera arrivé la même chose à ce pauvre Trélo, mais que, dans sa malchance, personne n'était là pour le voir et le sauver. Le capitaine approuva silencieusement le récit de son homologue et retourna à son bord, le visage sombre et la tête baissée, en pensant au sort du pauvre Trélo. « Mes enfants, attendez-vous à quelque malheur, dit-il une fois sur le pont, car ce n'est pas le corps de Trélo que vous avez vu saluer. C'est son ombre. » Ces quelques mots répandirent une indescriptible terreur à bord, et pourtant, alors même que personne ne connaissait le funeste accident de la veille sur l'autre navire, tous les marins qui avaient reconnu Trélo étaient prêts à jurer par serment qu'ils avaient bel et bien vu leur camarade saluer, bonnet au poing. En mer encore plus qu'à terre, on n'aime pas les fantômes. Et le salut sépulcral de Trélo n'augurait rien de bon pour le reste du voyage. Quand on navigue, un marin fantôme n'est jamais un bon présage. Taïwan vous le dira. D'ailleurs, parmi les histoires de matelots trépassés qui viennent hanter les ponts et les huniers, il y en a une que tous les marins connaissent. C'est celle d'un navire qui allait vers le Pacifique et qui perdit un homme lors d'une tempête au Cap Horn. Avec un de ses compagnons, il devait aller serrer le grand foc en se rendant sur le beaupré, la longue poutre de bois qui pointe à l'avant des navires. Une vague scélérate avait secoué le bateau et l'homme était tombé. Son camarade, lui, avait survécu. Cependant, le bateau essuya la tempête. 3 ans passèrent et les cales se chargèrent d'huile. Mais, sur le chemin du retour, le vaisseau dut à nouveau passer le cap et affronter ces tempêtes. On dépêcha sur le beaupré le même matelot qu'à l'aller, celui qui avait survécu, pour serrer le grand foc. En effectuant sa besogne, il s'aperçut qu'un acolyte le secondait. « Qui t'a prié de venir m'aider ? Me crois-tu donc incapable de faire mon métier seul ?» demanda-t-il en croyant avoir affaire à un homme de l'équipage. « Ne sois pas fâché, » répondit l'autre marin. « Il y a 3 ans, je t'ai abandonné à ta tâche, laissant là ma besogne à moitié faite. Voilà 3 années que j'attends ton retour. Aujourd'hui, je peux enfin achever ce travail que j'ai commencé. » Le marin fantôme tint parole, et dès que son ouvrage fut fait, il se jeta à l'eau et disparut.
Son camarade regagna le pont et raconta ce qu'il avait vu, mais dès le lendemain, il tomba par-dessus bord et se noya. En mer, quand on voit un mort, c'est qu'il vient chercher de la compagnie, et sur le navire à bord duquel voguait Taïwan, on craignait qu'une telle chose se produise et apporte la désolation et le trépas sur l'expédition. Malheureusement, un événement devait donner raison à toutes les craintes que l'équipage commençait à ressentir, d'autant plus que le sinistre Cap Horn approchait et qu'il allait falloir le franchir pour enfin accéder aux eaux poissonneuses du Pacifique. On était alors en plein dans les longues nuits australes qu'on rencontre aux abords des pôles. On avait pris pour habitude, lors du quart de nuit, d'envoyer toujours le même novice pour larguer le perroquet. Il fallait bien qu'il apprenne à voltiger dans la mâture. Un soir, alors qu'il redescendait de sa manœuvre habituelle, l'officier de quart l'interpella. « Pourquoi n'étais-tu pas seul à la manœuvre ?» Le novice s'étonna et jura par tous les grands dieux que, comme de coutume, il avait réalisé son travail dans la mâture sans aucune aide. Incrédule, l'officier répéta sa question et, à nouveau, le novice fit serment qu'il était seul à larguer la voile. Irrité, l'officier lui fit donner 20 coups de cordage pour lui apprendre à ne plus mentir. Il ne faisait effectivement aucun doute que l'homme était un menteur, puisque tout le reste de l'équipage avait parfaitement vu, à ses côtés, un autre marin lui prêter main forte dans la voilure. Un novice étant peu de choses à bord d'un navire, on ne prit même pas la peine de demander qui était l'obligeant matelot qui l'avait aidé dans sa besogne. Non sans quelques protestations subtilement voilées, le novice accepta son sort. Le lendemain, on le renvoya effectuer la même manœuvre, mais le novice, le cœur et le corps encore marqués des coups de garcette qu'il avait reçus la veille, regarda attentivement le gréement avant de grimper, et, une fois monté à la vergue, il scruta attentivement au vent et sous le vent, pour s'assurer que nul ne l'avait devancé et ne lui tiendrait compagnie. Il ne vit personne, fit sa manœuvre, mais, quand il descendit, l'officier de quart, qui l'attendait avec un visage durci par la colère, lui demanda « Pourquoi n'étais-tu pas seul à la manœuvre ?» Encore une fois, le novice jura qu'il n'avait guère de compagnie dans la voilure et qu'il avait effectué la manœuvre par ses propres moyens, sans l'aide de quiconque. Mais tous les matelots avaient bien vu 2 formes voltiger dans la mâture. On infligea donc au novice 20 nouveaux coups de garcette, auxquels on ajouta 10 coups supplémentaires pour le nouveau mensonge. Cette fois-ci, le novice, désespéré, ne manqua pas de s'adresser à tous les matelots de s'aborder, implorant celui qui réussissait l'exploit d'être invisible à ses yeux et visible aux yeux de tous, de se révéler et de cesser de lui jouer un si mauvais tour. Personne ne se dénonça, mais tous les matelots promirent d'enquêter et de découvrir qui était le camarade farceur la prochaine fois qu'il retournerait dans la mâture. Et cette prochaine fois ne tarda pas. Dès le lendemain, le novice fut à nouveau envoyé larguer le perroquet, mais, craignant à nouveau une injuste punition et soupçonnant que l'affaire cachait là quelque funeste mystère, il refusa d'obéir. Ses camarades de bordée se réunirent et se comptèrent. Personne ne manquait à l'appel. On en conclut donc que le farceur devait être un matelot de l'autre bordée. Tous les marins ouvrirent l'œil. On surveillait les enfléchures de bâbord, les enfléchures de tribord, les étais et les hunes. Seul le diable aurait pu passer sans être vu. Le jeune novice se résolut à commencer son office habituel, mais l'étonnement des marins fut terrible lorsqu'ils s'aperçurent qu'à l'autre bout de la vergue, un second matelot travaillait, avec autant d'ardeur que le premier qui venait d'y monter. Aussitôt, on sauta dans les hunes pour mettre la main sur le farceur. Pendant ce temps, le mousse faisait son office, sans s'apercevoir qu'à l'extrémité de la vergue, un voisin l'aidait à larguer la voile. Les 2 individus se rapprochèrent et semblèrent enfin se rencontrer. Ils se contemplèrent un instant, surpris, s'étreignirent, puis, comme s'ils allaient marcher d'un bon pas sur un sol meuble, ils lâchèrent la vergue et s'avancèrent. Naturellement, seul le vide attendait leurs pas, et les 2 mousses tombèrent de la vergue droit dans l'océan sans même pousser un cri de peur ou de détresse. Immédiatement, on jeta les cordages à l'eau, mais nul ne les saisit. On avertit le capitaine, et tout l'équipage fut rassemblé sur le pont pour un appel. Nul autre que le novice ne manquait. Personne ne sait ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là. Mais, d'après le plus vieux loup de mer du bord, c'est un matelot de l'autre monde qui est venu chercher son jumeau pour l'emporter dans l'au-delà. Tôt ou tard, tout homme de mer, jeune mousse ou vieux capitaine, croisera son jumeau venu le chercher pour le grand voyage. Celui qui ne se passe plus sur l'eau, mais en dessous.